Audreyco, bonjour. Nous avons étudié dans un cours précédent le bain du chat. Voilà notre chat mouillé. Il va falloir maintenant le sécher. Nous allons voir comment et pourquoi il faut absolument le faire à l'aide d'une intervention manuelle. Et puis, pendant que nous y serons, nous étudierons également d'autres soins à prodiguer à notre chat. Pourquoi un chat ne devrait-il pas sécher tout seul? Avec l'air du bon Dieu? Ou mieux encore, à l'intérieur de ce que l'on appelle une cage de séchage, utilisée par certains toiletteurs. Pour tout vous dire, je pense avoir lavé plusieurs milliers de chats dans ma vie, et si cette méthode avait quelque chose d'acceptable, vous pouvez tenir pour certain que c'est celle que j'aurais retenue. Mais pour bien répondre à cette question, il faut faire un petit détour par la manière dont la fourrure protège notre camarade chat. Et commençons par souligner cet étrange paradoxe. Le poil en général, et tout particulièrement celui du chat, est un excellent conducteur de la chaleur. Vous pensez que peut-être que pour une protection contre les écarts de température, c'est une bonne chose. Eh bien non, c'est juste le contraire. En effet, en soi, le poil conducteur ne protège donc ni du chaud ni du froid. Compter sur le poil pour un tel effet, c'est comme si vous comptiez sur un enrobage de cuivre comme isolant électrique. En ce cas, me répondez-vous, à quoi sert la fourrure? À retenir un certain volume d'air. De l'air? Pourquoi faire? C'est que l'air, à la différence de la fourrure, est un très mauvais conducteur de la température. Et le volume d'air contenu dans la fourrure est le meilleur des matelas thermiques. Par elle-même, la fourrure n'a d'autre utilité, donc, que de permettre la constitution de ce matelas. Matelas. J'aime bien cette image, car elle va me permettre de prolonger mon raisonnement. Votre propre matelas sera d'autant plus confortable qu'il est plus épais. C'est exactement la même chose pour le matelas thermique. Plus une fourrure présente de volume, plus elle permet la constitution d'un matelas thermique significatif et mieux son propriétaire s'en trouve protégé. Maintenant, considérez ce qui se passe dans le cas d'une fourrure qui se voit débarrassée d'un surplus d'eau par le seul moyen d'une évaporation, naturelle à l'air libre, ou forcée dans le cas d'une cage de séchage. Vous le devinez, mais vous pouvez aussi le constater, celle-ci se présente, se resserre, s'aplatit, vient pratiquement se coller contre la peau. Le matelas d'air, quand on a laissé le poil sécher sans aide, se trouve réduit à son plus strict minimum. Pas grave, me répondez-vous avec enthousiasme. Quand mon chat est sec, je procède à un brossage dans le sens contraire du pelage qui redonne à ce dernier son épaisseur maximale et l'affaire est réglée. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. Vous pouvez d'ailleurs le constater vous-même, le soi-disant gonflant obtenu par brossage ne tient que quelques instants. C'est que vous avez prétendu ignorer ce que l'on appelle la règle de la kératine. Commençons par signaler que la kératine est le constituant principal du pelage. Et que dit la règle de la kératine? C'est que celle-ci perd toute rigidité quand elle est au contact de l'eau, et qu'ensuite elle regagnera sa rigidité originelle au moment de l'évaporation, avec une caractéristique qui lui est propre, elle va conserver la forme qu'elle a précisément au moment de cette évaporation. C'est d'ailleurs cette propriété qu'utilisent les coiffeurs de ces dames quand ils réalisent un brushing. Vous pouvez toujours brosser, cela ne changera rien. La kératine inévitablement redonnera au poil la forme et l'orientation qu'il avait au moment précis de l'évaporation, c'est-à-dire collé contre la peau dans le cas d'une évaporation sans contrôle,
plus ou moins perpendiculaire ou présentant tout au moins un certain angle avec la surface de la peau, dans le cas d'un brushing contrôlé. Et là encore, dans ce dernier cas, vous pourriez essayer de peigner à plat le long de la peau, vous n'y changerez rien. Passé quelques instants, la fourrure reprendrait tout son volume. Voilà pourquoi un chat ne doit jamais sécher seul. Aucune fourrure ne doit jamais sécher seule, mais cette règle est absolument impérative dans le cas des poils longs des cerçants. Ici, le risque n'est plus un pelage insuffisamment protecteur, il est surtout une situation d'emmêlement inextricable, et cela même dans le cas d'une fourrure exempte du moindre nœud avant le bain. Le sous-poil de cette race est à la fois si fin et si serré qu'il peut se feutrer par simple resserrement sur lui-même lors de l'évaporation. La seule manière d'éviter ce qui n'est même pas un risque, mais plus qu'une forte probabilité, est de brosser et peigner pendant tout le temps du séchage pour présenter un sous-poil aussi aéré que possible pendant l'évaporation. Le brushing, comment? Là encore, c'est affaire de bon sens. La kératine, et avec elle le poil, garde donc la forme qu'elle a au moment précis de l'évaporation. Prétendre lui donner une forme avant ce moment est donc du temps perdu. Tant que le poil est mouillé, aucun brushing possible. C'est pourquoi on dit en coiffure, le brushing ne se prend que sur les 5 derniers pourcents d'eau. On le dit en coiffure, ce qui n'empêche pas qu'on ne le voit presque jamais mettre en pratique. Le brushing est le plus souvent commencé sur des chevelures encore gorgées d'eau, ce qui multiplie bien inutilement le temps de sa réalisation. Mais vous me répondrez, d'ailleurs fort à propos, que je ne suis pas chargé du compte d'exploitation des salons de coiffure, ni même du compte du temps qu'ils font perdre bien utilement à leurs clientes. Le premier travail consiste donc à débarrasser la fourrure d'au moins 95% de l'eau qu'elle contient. Une étape initiale, et non moins essentielle, devrait être une sorte d'essorage mécanique. On presse la peau à l'aide des mains pour en faire sortir l'eau, et c'est aussi simple que cela. Comme la peau du chat est très élastique, on peut aussi essorer assez énergiquement sans apporter de gêne à l'animal. Au contraire, ces mouvements qui s'apparentent à une forme de massage peuvent même être appréciés. L'étape suivante est en principe l'aspirateur à eau, mais attention, pour être toléré, ce dernier doit être utilisé avec habileté et discrétion. Pas question de vouloir pratiquer par exemple un effet de succion en appuyant l'embout perpendiculairement à la peau. Aucun chat ne le supporterait. En revanche, positionner l'embout parallèlement à la surface de la peau et dans un premier temps à une distance d'1 à 2 cm sera assez facilement toléré. Au fur et à mesure de l'habituation, on pourra rapprocher l'embout jusqu'à presque toucher la peau. Il va sans dire que l'aspirateur à eau est à utiliser avec la plus grande circonspection avec les sujets qui découvrent les charmes du toilettage. Si l'animal s'effraie ou veut se défendre, la sagesse est alors de renoncer. Un autre moyen de chasser l'eau d'une fourrure est d'utiliser ce que l'on appelle un pulseur. Une turbine tournant à grande vitesse envoie de l'air à haute pression. La plupart des chiens s'habituent facilement au pulseur, mais c'est vraiment un appareil que je ne recommanderais pas pour un chat. Si rien de ce que je viens de dire ne fonctionne, vous pouvez recourir aux serviettes. Mais attention, les serviettes usagées devront obligatoirement être lavées après usage et ne jamais servir à des chats différents, et moins encore à des humains. Retenez notamment qu'un chat peut être porteur sain de la teigne. Il n'exprime pas la maladie, il ne la montre pas, mais il en est porteur. Il est donc capable de contaminer d'autres animaux ou d'autres personnes.
teigne qui ne sera absolument pas éliminée de la serviette par un passage en machine, même à haute température. Utiliser une telle serviette par la suite pour un chien, ou pire pour un humain, peut conduire à de très sérieux déboires. La teigne est une vraie teigne et restera cramponnée dans votre serviette que vous croirez faussement propre. La réalité des serviettes, c'est que le mieux serait de s'en passer complètement. Finalement, d'une manière ou d'une autre, vous avez gagné. Il ne reste plus que 5% d'eau. Il est alors temps de se presser sous peine de rater l'effet brushing. On installe le chat sous le jet d'air d'un séchoir et l'on coiffe à l'endroit précis du contact du jet sur le pelage, de préférence dans le sens contraire du poil, à l'aide d'une brosse à poil de sanglier ou mieux d'un peigne aux dents suffisamment rapprochées, dit précisément peigne à défriser. À ce stade, il est absolument essentiel de ne pas faire une erreur dont les résultats seraient aussi catastrophiques qu'irréversibles. Je vous ai dit que l'eau chaude était l'ennemi du poil animal, mais ce n'est pas tout à fait exact. L'ennemi, ce n'est pas l'eau chaude, mais la chaleur en général. L'air chaud du séchoir se révèle plus nuisible encore s'il est possible que l'eau chaude du bain. Si vous utilisez un séchoir dont vous ne pouvez pas régler la température ou débrancher la résistance chauffante, n'hésitez pas, jetez-le. Il vaut toujours mieux sécher froid que trop chaud. Les imbéciles ne manqueront pas de vous le reprocher, laissez-les médire. Je développerai plus loin les raisons biologiques qui font que la chaleur est l'ennemi résolu du poil. Pour l'instant, contentez-vous de le noter. Attention, pour le brushing, ne pas prétendre insister sur une région précise. Il faut au contraire rechercher en permanence les parties de fourrure les moins chargées en eau, prêtes pour l'évaporation. On travaille d'abord le dos, puis le ventre, puis on revient au dos, puis au ventre, et ainsi autant de fois que nécessaire, cherchant sans cesse les régions presque sèches, négligeant momentanément les plus humides, sur lesquelles il sera toujours temps de revenir le moment venu. Si vous ne procédez pas de la sorte, vous allez vous obstiner sur une partie gorgée d'eau, perdant votre temps pendant que d'autres régions plus sèches vont achever de sécher seules, sans aucun effet brushing. La meilleure façon de rater complètement cette opération. Comme je l'ai déjà souligné, le séchoir que vous utilisez sera de préférence fixé sur une potence orientable. Il n'est pas question d'avoir à le tenir avec la main. Vous avez besoin de vos deux mains pour travailler, je vous le rappelle, une pour tenir la brosse et l'autre pour tenir la peau. Au-dessus ou en dessous de l'endroit où vous travaillez. Et contrôlez en outre votre patient qui pourrait bien être tenté à l'occasion de vous fausser la compagnie. Une autre façon de faire est d'utiliser un séchoir muni d'un tuyau flexible terminé par un embout rigide. On coince alors l'embout rigide sous un bras et l'on s'entraîne à orienter le jet d'air exactement à l'endroit souhaité. Avec un peu de pratique, on peut même devenir très habile à cet exercice. Certaines personnes parviennent même à coincer non plus un embout mais les petits séchoirs de coiffure sur leurs bras, mais personnellement je n'y suis jamais parvenu, en tout cas jamais assez pour pouvoir prétendre travailler de cette façon, de façon confortable. Attention, c'est bien un séchoir que vous devez utiliser et surtout pas un pulseur, qui, je le rappelle, enverrait de l'air à haute pression, incapable par conséquent de produire le phénomène de l'évaporation. L'air à haute pression étant naturellement saturé d'eau. On ne peut pas évaporer de l'eau avec un air à haute pression, il faut nécessairement le faire avec un air à basse pression. Si vous utilisez un pulseur, vous n'aurez jamais le phénomène du brushing. Je le répète pour que cela soit bien clair, avec un pulseur, le phénomène de l'évaporation et donc du brushing ne peut tout simplement pas se produire. Ce que je viens de décrire n'est ni la manière la plus rationnelle,
ni la plus rapide, ni même celle qui produira le meilleur résultat. L'idéal serait d'utiliser la combinaison de l'air à haute pression d'un aspirateur à eau avec l'air à basse pression d'un séchoir. Pratiquement, l'embout de l'aspirateur à eau est placé au-dessus de l'extrémité des poils. Sa mission, aspirer le surplus d'eau et surtout tendre les poils dans le sens souhaité. Évidemment, il fera cela beaucoup mieux et beaucoup plus régulièrement que n'importe quel peigne ou brosse. Pendant ce temps, on oriente le jet du séchoir sur le poil tendu par l'aspirateur à eau. Le phénomène de l'évaporation, qui seul permet l'effet brushing, se produisant alors dans les meilleures conditions. Résumons. Une main pour placer l'embout de l'aspirateur, l'autre pour retenir la peau et contrôler notre petit patient. C'est la manière idéale de procéder pour les chiens à poils longs par exemple, malheureusement beaucoup plus difficile à mettre en pratique sur un chat, surtout si ce dernier n'a pas été habitué très jeune, j'y reviendrai, à de telles manipulations. Le brushing est nécessaire pour tous les chats, à poils longs comme à poils courts. Mais attention, pour les poils longs, il n'est pas seulement nécessaire, il est strictement indispensable. Le problème des poils longs chez les chats est en effet ce risque constant et permanent de formation de tapons, voire de feutrage, notamment du sous-poil. J'y reviendrai, mais d'ores et déjà, tenez pour certain que c'est ce qui ne manquera pas de se produire dans le cas d'un pelage poil long qu'on laisserait sécher sans aide. Cela est si vrai qu'un seul bain suffit quelquefois à créer des désordres définitifs. C'est dire que si vous n'êtes pas résolu à ce travail de brushing, il faut absolument renoncer à toute tentative de bain. Personnellement, je ne considère pas mon travail de brushing terminé lorsque mon chat est sec. Je termine toujours par un ultime coup de brosse suivi d'un dernier coup de peigne, me permettant de faire gonfler telle région et pour accentuer les contrastes, t'aplatir telle autre, comme je l'ai déjà suggéré lorsque j'ai parlé de l'entretien quotidien. D'une part, et c'est sans doute une excellente chose, avant ce dernier coup de brosse, il est préférable de répartir un léger fond de talc sur la fourrure. Ce talc ne retardera pas seulement l'apparition d'un retour d'électricité statique, mais il dissuadera l'animal de se lécher et donc de s'en mêler à nouveau. Enfin, je me permets de vous rappeler discrètement mon truc citron, efficacité multipliée et garantie après le bain. L'entretien du pelage représente l'essentiel des travaux d'entretien du chat. Pour autant, nous n'aurons garde de négliger certains autres soins. À l'issue de votre démêlage quotidien, il est tout à fait sage de vérifier les oreilles et les yeux. Des lotions sont disponibles dans les magasins spécialisés et qui vous permettent, à l'aide d'un simple coton, d'essuyer les éventuelles impuretés. Ces soins, souhaitables pour tous les chats, deviennent une quasi-obligation en ce qui concerne les persans. La sélection, ou ce que l'on appelle ainsi, ayant favorisé des museaux toujours plus écrasés, beaucoup de ces chats ont manifestement un problème de glande lacrymale, ce qui se manifeste en général par de vilains dépôts au coin des paupières. Comme l'animal ne peut pas s'en débarrasser lui-même, c'est à vous de le faire. Certains puristes défendent que le chat a besoin de ses griffes et qu'on ne devrait par conséquent pas toucher à ces dernières. Mais d'un autre côté, qu'on le regrette ou pas d'ailleurs, on se demande bien à quoi peuvent servir les griffes d'un chat dans nos habitations, sinon à nuire à certains de nos objets ou meubles préférés. Bien entendu, il est fortement recommandé de mettre à la disposition du chat un griffoir qui lui permettra non seulement de s'exercer, mais de décider lui-même de la longueur de griffe qu'il souhaite conserver. Cela dit, tous les chats n'aiment pas les griffoirs, et c'est le cas souvent quand ils prennent de l'âge.
Quant aux persans, ils se révèlent souvent rétifs à tout effort physique. Il n'y a donc certainement pas d'inconvénient d'impointer légèrement au moins l'extrémité des griffes chaque fois que vous constatez que l'animal ne règle pas le problème de lui-même. Voici donc l'ongle vu en coupe. Vous constatez à l'intérieur de l'ongle une partie vivante présentée en bleu qu'il ne faut évidemment jamais sectionner. Cette partie vivante se prolonge par une petite terminaison nerveuse que vous voyez également figurée sur votre schéma, et après au-delà de la petite terminaison nerveuse, une petite veine. Si vous coupez au-delà de la terminaison nerveuse, le chat ne sent rien, l'ongle peut légèrement saigner, ce qui ne présente aucun inconvénient grave. L'idéal, c'est de couper au-delà de la petite veine, auquel cas, à ce moment-là, le chat ne sent rien et en plus, ça ne saigne pas du tout. Mais même dans le cas des ongles, dans le cas des ongles clairs, on voit très facilement par transparence la partie vivante et il est donc facile de ne pas se tromper. Dans le cas des ongles foncés, c'est quelquefois plus difficile, mais on le devine souvent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous sectionnez juste la pointe, l'extrémité, vous ne courez aucun risque. Un petit saignement léger n'ayant pas de conséquences importantes. Voilà cependant une toute bonne raison, si jamais par accident ou incident il y avait un léger saignement, ça n'aurait pas d'importance, un peu d'eau froide sur l'ongle suffirait à cautériser. Mais c'est donc une bonne raison pour choisir le moment de la coupe des ongles, c'est juste avant le bain. À noter une différence essentielle entre les chats et les chiens, les griffes du chat sont rétractiles, ce qui entraîne une différence importante dans notre travail. Dans le cas du chat, il faut apprendre à allonger les griffes les unes après les autres. On y arrive très facilement en appuyant très légèrement sur chaque doigt, s'entraîner à le faire avant d'envisager réellement la pratique de la coupe. Voilà qui vient conclure notre entretien sur les soins à apporter au chat et sur la nécessité de pratiquer un brushing manuel. Dans un prochain cours, nous aborderons la question de certaines spécificités propres aux poils longs. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.